Qu'en est-ce les progrès qui changeront la vie des patients ? Pfizer vous ouvre ses portes et vous explique comment ses équipes travaillent à relever le défi d'une meilleure santé pour demain. La fabrique de l'innovation en santé est un podcast proposé par Pfizer. L'algorithme au service de la santé, quand la machine peut accélérer la recherche, faciliter les études cliniques, mais aussi générer des conseils, prédire des maladies, aider au diagnostic. C'est ce que permet l'intelligence artificielle aujourd'hui. Elle est devenue un outil incontournable durant tout le cycle du médicament, depuis la recherche des molécules jusqu'à l'accompagnement de la prise en charge du patient. Les pratiques médicales en sont bouleversées, mais nous sommes sans doute encore loin d'avoir tout vu. Le souci éthique de ces nouveaux usages doit en tout cas rester une priorité. On en parle dans cet épisode avec Luca Molo, directeur médical Pfizer et vice-président, et Guidado Tirera, Generative AI Medical Content Lead. La fabrique de l'innovation en santé, l'intelligence artificielle, un accélérateur de progrès. Guidado Tirera, bonjour. Bonjour. Commençons par définir les choses. L'intelligence artificielle, c'est un terme finalement devenu courant, mais ça consiste en quoi exactement ? Pour faire simple, on peut dire que l'intelligence artificielle désigne des systèmes, des logiciels capables de réaliser des tâches généralement considérées comme nécessitant l'intelligence humaine. Ces systèmes d'IA peuvent accomplir des tâches de manière autonome, souvent en réponse à des questions ou des problématiques spécifiques, grâce à leur capacité à apprendre et à s'adapter à partir de données. Ils reposent sur des algorithmes développés par des humains et entraînés sur des grandes quantités de données. Le carburant de l'IA, c'est la donnée. Et dans l'industrie de la santé, on manipule énormément de données. Alors concrètement, quand on parle d'intelligence artificielle, il est surtout fait référence à deux de ces sous-domaines finalement, ce qu'on appelle le machine learning et ce qu'on appelle le deep learning. Expliquez-nous un petit peu. Alors oui, le machine learning, même si on peut le traduire en français comme apprentissage automatique, se concentre sur le développement d'algorithmes permettant aux ordinateurs d'apprendre à partir de données. Par exemple, il peut classifier des profils de patients ou prédire l'évolution d'une maladie en analysant des données existantes et en faisant des liens logiques basés sur des modèles appris. Avec le deep learning, on franchit un niveau de complexité plus élevé que ce qu'on a traditionnellement avec le machine learning. C'est-à-dire qu'on va mettre en place des réseaux de neurones qui vont avoir des architectures spécifiques et qui vont être capables de réaliser, par exemple, de l'analyse d'images, de textes et de sons. Plus sophistiqué. Plus sophistiqué, ouais. Alors, il y a une sorte de fantasme autour de l'intelligence artificielle. La machine serait plus intelligente que l'homme et pourrait finir par le remplacer. C'est la grande problématique qui revient assez souvent. On fait presque référence à de la science-fiction, mais si on veut vraiment être concret et factuel, je pense qu'il est davantage question de complémentarité homme-machine. L'IA est un outil puissant, elle nous aide à y voir clair, mais dans tous les cas, nous restons au cœur de son développement. L'homme est au centre, véritablement, de la donnée qu'on génère et l'IA ne fait que nous permettre d'optimiser son analyse. Donc l'IA sans l'homme, ça n'existe pas ? C'est ça. Alors concrètement, à quoi va vous servir l'intelligence artificielle ? L'IA a 3 atouts majeurs. Elle va nous permettre de déléguer un certain nombre de tâches répétitives et fastidieuses, ce qui nous laisse plus de temps sur ce qui est beaucoup plus essentiel et beaucoup plus intéressant. Elle permet d'analyser de grands volumes de données, ce qui là pourrait nous prendre beaucoup de temps et beaucoup d'itérations. C'est-à-dire ça prend quelques minutes quand ça prendrait des jours ? Ça nous prendrait des jours, voire même des mois dans certaines situations. Et le dernier point, je dirais qu'elle nous permet d'identifier des caractéristiques dans les données qu'on aurait du mal à identifier à main nue, là où la machine excelle beaucoup plus et beaucoup plus rapidement. Alors en santé, concrètement, comment vous vous servez de l'intelligence artificielle ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que chez Pfizer, on utilise l'IA depuis plus de 10 ans. On l'utilise à toutes les phases du cycle de vie du médicament. Ça va de la recherche de molécules, en passant par la recherche clinique, jusqu'à la phase de prise en charge du patient. Concrètement, en recherche clinique, il y a besoin d'identifier un certain nombre de molécules qui vont pouvoir agir sur certaines pathologies. C'est là où l'IA va être utilisée. Dans la phase de recherche clinique, un exemple, pour recruter des patients, il peut avoir une difficulté à identifier les bons patients. Là, l'IA peut nous aider à analyser les volumes de données générés pour pouvoir identifier les bons patients. Et dans la phase de prise en charge, énormément de données sont générées. Ces données peuvent être analysées et permettent d'identifier pourquoi un patient répond positivement ou non à un traitement. Pourquoi un patient développe des effets secondaires à certains traitements. Mais concrètement, en fait, ce que fera l'IA, c'est
On est pris en charge, on génère des données, on donne ça à une IA qui du coup apprend à partir de ces données et qui est capable de faire des choses dont on n'était pas capable avant. Et tout ça au bénéfice du patient. Guidado Tirera, justement, on va rentrer dans le concret des applications possibles de l'intelligence artificielle. Et on va commencer déjà peut-être par l'origine même du médicament, donc la recherche des molécules thérapeutiques. Comment ça se passe à cette étape-là ? Alors, si nous commençons déjà par la base, quel est notre objectif ? C'est de traiter des maladies. Donc, une de nos missions, ça va être de comprendre ces maladies. L'IA, dès cette phase-là, nous aide grandement puisqu'elle nous permet de comprendre comment les protéines qui sont à l'origine de certaines maladies sont défectueuses. On peut être capable de représenter en 3 dimensions certaines protéines et dès ce moment-là, pouvoir voir quelles sont les molécules qui vont pouvoir agir sur ces protéines. Donc c'est assez formidable en fait. L'intelligence artificielle permet de comprendre le vivant. Exactement, puisque derrière, une fois qu'on a bien compris le vivant, qu'on a compris la cible, on va pouvoir tester un certain nombre de molécules. Aujourd'hui, on dispose de bibliothèques qui sont immenses avec des milliards de molécules. Pouvoir toutes les tester à la main, concrètement, ça prend énormément de temps. Donc, on a des logiciels et des systèmes qui nous permettent de gagner du temps là-dessus. Mais l'IA permet d'aller encore plus loin puisqu'elle nous permet aussi de prédire véritablement celles qui vont pouvoir marcher. On a à la fois des molécules qui existent dans d'immenses bibliothèques, je sais que le terme est abstrait, mais on a aussi des molécules qui n'existent pas encore. Et l'IA permet à la fois de gagner du temps sur ce qui existe et sur ce qui n'existe pas. Et faire tout cela de manière dématérialisée, avec énormément d'exactitude, est un gain à la fois de temps et aussi en efficience. Les perspectives de l'IA, elles semblent immenses aujourd'hui, surtout dans le contexte d'une médecine de plus en plus personnalisée, où les patients recevront des traitements de plus en plus sur mesure. Oui, très clairement. Et d'autant plus que les enjeux de santé publique sont véritablement immenses. Je pense tout particulièrement aux situations de pandémie où il faut trouver assez rapidement une réponse. Ça a été le cas pour le Covid. Un autre exemple auquel je pense et qui concerne le monde entier, c'est la résistance aux antibiotiques. On a de plus en plus de germes qui sont difficiles à traiter avec les traitements dont on dispose, et même avec de nouvelles molécules. L'IA va permettre d'améliorer les choses puisqu'elle va permettre d'identifier de nouvelles classes d'antibiotiques qui vont pouvoir agir sur ces germes résistants. Luca Molo, bonjour. Bonjour. Alors, le recours à l'intelligence artificielle se poursuit à l'étape d'après, c'est-à-dire dans la conduite des études cliniques, une fois que nous disposons d'un candidat médicament et que nous souhaitons évaluer son efficacité sur l'homme. Oui, nous, dans l'industrie du médicament, nous avons besoin de sélectionner les bons patients pour tester l'innovation. Et l'intelligence artificielle peut nous aider énormément. J'ai 2 exemples. Un, c'est celui des anti-infectieux. Aujourd'hui, avec l'IA prédictive, nous sommes capables d'évaluer où il y a des pics épidémiques, par exemple la grippe, et aller faire les études là où se trouvent les patients. Un autre exemple, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle pour fabriquer des patients virtuels qui ont des caractéristiques similaires aux patients réels. Ça nous permet d'augmenter le nombre de patients recrutés dans les études pour pouvoir démontrer une efficacité et une tolérance, surtout dans des populations qui sont, par exemple, comme dans les maladies rares, de faible taille, ou des populations dans lesquelles on veut diminuer les risques d'exposition, comme par exemple les femmes enceintes ou les enfants. Ce que j'ajouterais aussi, c'est que l'intelligence artificielle peut être très utile lors de la conduite d'une étude clinique afin d'en améliorer la qualité. Traditionnellement, lorsqu'on conduit une étude clinique, on génère énormément de données sur un site investigateur, c'est-à-dire là où il y a un médecin qui va voir des patients et qui va pouvoir collecter des données relatives à l'étude clinique. Ces mêmes données doivent être évaluées sur le plan de la qualité par un attaché de recherche clinique, un être humain. Mais cet être humain peut commettre des erreurs et c'est là où l'IA va permettre d'identifier un certain nombre de choses qui peuvent lui avoir échappé ou même d'anticiper sur un certain nombre d'erreurs. Un autre exemple que je peux vous donner, c'est à la fin de la recherche clinique, une fois qu'on a généré toutes ces données, il faut les soumettre aux autorités. La rédaction de tous ces documents prend énormément de temps. Un document assez clé, c'est le rapport d'étude clinique qui fait des milliers de pages et qui prend au moins 3 mois à être rédigé. L'IA va permettre de réduire de moitié le temps de rédaction tout en ayant aussi la même qualité que lorsque c'est fait par un être humain. Guidado Tirera, les applications de l'intelligence artificielle, elles ne s'arrêtent pas là. Elles sont de plus en plus utilisées pour prédire et pour diagnostiquer les maladies. L'IA permet en effet de prédire le risque d'une maladie ou son évolution. Un exemple, c'est l'analyse de cellules cancéreuses. C'est une analyse qui est longue, répétitive et fastidieuse que l'IA
transforme, très clairement. Grâce à elle, l'analyse des tissus et le diagnostic sont beaucoup plus rapides. L'intelligence artificielle peut permettre de prédire à partir d'un échantillon de tumeur le risque de métastase et apporter une aide aux médecins quant à la nécessité d'administrer une chimiothérapie préventive ou non. Prédire le risque de métastase peut être fait certes par l'homme, mais on peut optimiser, améliorer la qualité de l'analyse qui est faite, même aller beaucoup plus vite en automatisant les choses. Donc l'IA va permettre à la fois, là aussi, de gagner du temps, mais aussi de gagner en précision et en qualité d'analyse. Luca Molo, aussi performante soit-elle, l'intelligence artificielle suscite aussi, on le voit, des inquiétudes car elle a besoin d'une quantité phénoménale de données pour alimenter ses algorithmes. Alors, comment s'assurer de la qualité de ces données, mais aussi de l'éthique de leur utilisation ? Alors, chez Pfizer, nous développons l'IA selon 3 grands principes pour une IA responsable. 1, c'est l'utilisation d'algorithmes qui ne soient pas ni orientés ni influencés. 2, c'est le respect de la vie privée et la confidentialité des données et la transparence de leur utilisation. Et 3, c'est le respect des normes éthiques, juridiques et réglementaires. L'intelligence artificielle est un outil majeur pour innover, pour accélérer les découvertes scientifiques et améliorer le bien-être humain. Mais ce qui est important, c'est que tout ça ne peut se faire qu'avec l'implication des patients. Le public doit comprendre absolument d'où viennent les données et comment elles sont utilisées. Ça, c'est fondamental. Si le public ne comprend pas, il ne fera pas confiance à l'outil. Guidado Thierrera, Luca Molo, merci. C'était l'intelligence artificielle, un accélérateur de progrès, la fabrique de l'innovation en santé, une série de podcasts proposés par Pfizer.